Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir quatre intervenants qui vont nous présenter leur projet. Je vous invite à conserver toutes vos questions à la fin des trois présentations. On fera une période d'échange à ce moment-là avec les trois présentateurs. Ça nous permettra de nous assurer de terminer les présentations dans les temps. Donc on va d'abord commencer avec Lucas Hoff et ses deux étudiants. Donc Lucas est professeur de génie mécanique à l'ETS. Il s'intéresse au développement de technologies de fabrication intelligente en matériaux composites, céramiques, métalliques et polymères. Daria Strugova est chercheuse postdoctorale à l'ETS, spécialisée en rhéologie des mélanges polymères et fabrication additive. Elle nous présentera les résultats de ses travaux portant sur les développements d'une matière recyclable infusée de métaux pour l'impression 3D. Notez que cette présentation sera en anglais. Ensuite, Jean-Philippe Leclerc, qui est étudiant à la maîtrise sous la supervision de Lucas, est spécialisé dans les procédés d'usinage et de fabrication circulaire. Il nous présentera les résultats d'une étude qui vise à intégrer des coquilles d'œufs dans des matériaux composites pour la fabrication circulaire. Et finalement, nous aurons l'opportunité d'écouter Marc Journeau. Donc, Marc est professeur à l'école de comptabilité de l'Université Laval. Il s'intéresse notamment à la gestion de la performance et à la comptabilité de gestion. Il nous présentera aujourd'hui les résultats de ses travaux d'adaptation à l'analyse des coûts de flux de matière, aussi dit ACFM, au contexte des PME. Ça nous fait un beau programme pour ce midi. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse maintenant la parole à Lucas. Merci pour cette excellente introduction de notre équipe de recherche qui vont effectivement présenter en fait les premiers résultats de deux projets financés par le RRECQ. Donc, effectivement, tout d'abord, merci beaucoup au réseau et tous les participants qui sont aujourd'hui ici. Puis pour les autres aussi qui vont écouter cette webinaire dans un moment ultérieur, peut-être aussi, parce qu'effectivement, ce sera enregistré. Donc, bonjour à vous aussi. Puis effectivement, je voulais juste introduire effectivement mes deux étudiants qui ont travaillé sur des projets financés par le réseau. Jean-Philippe Leclerc, puis Daria Strugova, puis effectivement une présentation en français, puis une en anglais pour accommoder tout le monde. Et puis, effectivement, M. Lessler, en fait, disséminer en fait, le résultat, puis le contexte, l'introduction, l'objectif des deux études. Puis juste peut-être un mot en introduction. Donc, effectivement, ces deux projets s'inscrivent plus dans la fabrication circulaire avec un accent plus fort sur le développement de matériaux où on vise de diminuer l'empreinte écologique en fait des matériaux et on favorise de révalorisation des déchets pour justement trouver de nouveaux types de matériaux qui peuvent être adoptés dans des pistes de fabrication avancées et notamment la fabrication additive dans ces deux projets-là. Donc, je leur laisse discuter ça. Est-ce qu'il y a un certain ordre aussi? Peut-être on peut commencer avec Daria, puis après Jean-Philippe peut continuer. Et puis, effectivement, ils vont expliquer aussi que les deux projets étaient effectivement sont pilotés dans notre groupe de recherche ici à l'ETIAS avec différents collaborateurs aussi. Donc, ils vont discuter aussi de collaboration avec des entreprises, d'autres instituts ici au Canada pour vraiment comme établir, agrandir notre réseau en fabrication circulaire ici au Québec puis au Canada. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Daria, it's yours. Thank you. So I will share the screen. So you can see my screen, yes? Yes, perfectly. Yeah, I can start. Hello, everyone. Thank you for attending this webinar. And today I would like you to present my project titled Development of Recyclable Metal Infused with Stocks for Low-Cost 3D Printing.
This project was founded by RRCQ and my tax with the partnership of VPM Research. Me, I'm Daria Strugova, PhD postdoctoral fellow working on this project under supervision of professors Lucas Hoff, Nicole Demarquet, and Eric David from ETS, and also under supervision of Vladimir Parezin from VPM Research Inc. So, low-cost 3D printings. Actually, additive manufacturing and printing technology is used a lot nowadays in the industry. Sorry, let me. And here's the top 6 industries who use 3D printing technology the most. For example, medicine, architecture, education, electronics, and so on. And additive manufacturing has a lot of advantages. For example, rapid prototyping, design freedom, customization. And one of the most important advantage of additive manufacturing, it is reduced material waste. So nowadays, a lot of polymers used in additive manufacturing, such as advanced plastics you can see here, the engineering plastics, and standard plastics such as polylactic acid, for example. But what about the other materials? So nowadays, researchers and scientists try to develop new materials and adjust new technologies to use in the 3D printing technology. So, for example, what about the metal-based filaments? It should be easy and cost-effective 3D printing of metal parts. Imagine you will have pure metal parts by just using low-cost 3D printing. So, for example, for tooling, for functional prototypes, or for small series of production. And here is the real example of industrially available filaments from BASF, Germany. And I did this scanning electron microscopy of cross-section of this filament to show you that feedstock consists of the polymer-based binder and metal particles. These spherical particles is actually stainless steel particles. The current limitation of this technology is that the methodology of production is quite complex, and here I present it in the simple way. So it should start with the metal filament fabrication. We should mix polymer binder plus metal particles, extrude the filament. Then here you can see the 3D printing parts, where you can see that the metal particles are surrounded by polymer binder. Then to remove this binder to have metal parts, we need to use the solvent debinding and thermal debinding, these 2 steps of debinding, where we remove some of the polymers from the matrix and some remain still here during the solvent debinding. And then we need to burn out all the polymers to have pure metal parts during the thermal debinding. And then we need to sinter the metal parts, where during the applying of high temperature particles, they connect with each other, creating little bridges, and we can get pure metal parts. However, industrially available filaments, such as BASF and Virtual Foundry, for example, this is the 2 most spread in the market. They have list of disadvantages, such as they use a complex binder system, mix of many polymers and additives, which make them difficult to recycle, for example, or to reuse. So they also use the complex filament fabrication. They use the high performance extruders. It is actually advantage and disadvantage. Advantage because high performance extruders, they can have a huge production line, but they require a lot of energy. So, and also, as I explained here, they use the complex debinding, 2-step debinding, where they can include sometimes toxic solvents. It's not good for environment. As a result, our proposed study is to focus on recyclability and sustainability, and I took the usual methodology for filament fabrication and adjusted it according to our purpose. So, first step is to choose the binder. I propose to choose the simple polymers as the matrix, for example, recyclable and biodegradable.
Then we need to choose the metal particles. I wanted also to choose the metal particles based on the clean process. For example, water atomized, and also I choose the carbonyl process. These two processes will be explained in detail a little bit further. So then, pre-mixing procedure should be adjusted, so to try to simplify the prefabrication procedure, and then to use low cost of the filament makers or any available extruders or mixing equipment, which can be adjusted for fabrication of the filament, and then to use low cost of 3D printers. And then the final step is to combine debinding and sintering process together, avoiding the solvent debinding, avoiding the use of the toxic solvents, and use any of low-cost, high-temperature furnaces available in the market. It should be noted that at each of these steps, the material, if something will go wrong, can be redone, can be reused, can be recycled. So now I will move to the methodology, and as I said, the first part, it was to choose the materials, to choose the metal particles. First, I choose the water atomized process, and I choose iron because this process helps to get high quality iron. This process is more energy efficient and clean and environmentally friendly. Here I did a particle size distribution analysis, and you can see that the average particle size is quite big. It's 110 micrometers, but the shape of these particles is quite uniform. The point is that I also wanted to see the effect of the particle size on the 3D printing parameters, on the debinding and sintering process. So that's why I choose the nickel produced by carbonyl process. This process helps to produce a high purity nickel. This nickel can be recycled at any steps of its uses, and also this process is reduced energy consumptions. You can see here I did the particle size distribution as well, and the average particle size of nickel 10 times smaller than the iron. And the shape of these particles is quite perfect, is the kind of spherical shaped particles. So as the polymer binder, I proposed to choose the simple polymers. First is recyclable polyethylene, is very good polymer. It's highly available in the market and has a lot of advantages, such as low cost, it is lightweight, it is recyclable, it is flexible and easy to process in the sense that it's easy to create the filaments, it's easy to extrude. And I also choose polylactic acid, PLA, because it is already highly used in the 3D printing technology, and it has a lot of advantages as well. It's biodegradable, it's a renewable source, it is easy for 3D print, and the other advantages. So now the processing, as was explained, is simple. It's the filament extrusion, it's the 3D printing and debinding and sintering, and for that I propose to choose the high quality filament maker, but relatively low cost, and it is compared to the other extruders. Also low cost but reliable 3D printer. You can buy it in Amazon. And any furnaces, high temperature furnaces, here I choose Vulcan furnace because it has 3 steps of temperature increasement, which helps to combine debinding and sintering and control the temperature. So now, before starting the filament fabrication, we need to adjust premixing procedure. And here's the 2 premixing procedure exist, is the physical mixing, where you need just to take polymer, to take metal particles, mix it together, and then extrude. Or solution mixing, where you need to dissolve your polymer, then to add metal particles, then you need to dry the prepared composition, then you need to cut chunk prepared composition, and then only to extrude to create a filament. This has a lot of steps, solution mixing, but it has one huge advantage, that the particles distribution inside the filament is homogeneous. So filament has the homogeneous properties.
However, physical mixing has more advantages. It's more environmentally friendly because no solvents needed. Its many polymers can be used because not all the polymers can be dissolved in any available solvents now. And it's less duration of the filament production, and it's simpler recyclability. So now as a result, as I said, as the pre-mixing procedure, physical mixing has more advantages than solution mixing, and I choose this pre-mixing procedure. Here is the example of PLA pellets mixed with 58% of the nickel powder, or polyethylene powder mixed with the 58% of nickel powder. And here's the results of the filament fabrication. So nickel plus polyethylene, different concentration of the nickel. You can see that the filament is very flexible. It is nice, and in physical enhance, it's quite flexible filament. And here I did the thermogravimetric analysis to understand the real amount of the filler inside, just to see if it is homogeneous and if I didn't lose any filler during the extrusion. So I was satisfied with the results. I put 58%, I get 58% of the nickel inside the filament. So here's the scanning electron microscopy of nickel plus polyethylene filament. We can see that these filaments unfortunately has the porosities, but with increasing of the concentration of the nickel, porosity reduced by a lot. And the future step is to investigate if this porosity will really affect the 3D printing, the debonding and sintering, or maybe it's okay. So here's the scanning electron microscopy of the nickel plus PLA filament and some example of the PLA filaments plus nickel. So here is filaments of cross-section also has the porosities, and it is not obvious if porosity was reducing with the increasing of concentration of the nickel as it was for polyethylene. And also I mixed the iron plus polyethylene. Here's the cross section, and we can see that this filament has a much less porosity. I think it's due to particle size and particle shape, but it's future step which need to be investigated. And some PLA iron filament, just an example how it looks like. So as I said, I used this 3D printer, very simple 3D printer, to create specimens of cubes of 10 millimeters shapes. And here I 3D print, and we can see that the cubes are very perfect, even when we add 88% of the metal particles inside the cube. So that was the goal, to get a very good 3D printed parts. And the next step is to debond and sinter these metal consisted cubes to understand how it will shrink, will we receive pure metal parts, and so on. So this is the next step. Meantime, I'm waiting that I tried to recycle iron plus polyethylene filament to see if it's really recyclable. So here you can see the homogeneous powder, then the first extrusion, then I pelletized the filaments, then I re-extruded several times. I re-extruded up to 10 times, and here I show you first, second, and third extrusion, filament fabrication, and by visually I didn't see any difference in the filament quality. It is uniform diameter distribution. It's very nice flexible filaments, but the future step need to be done. We need to test the mechanical properties, and here I propose to test the tensile testing with this equipment, just to see how the properties are evolving after recycle of these filaments. And in the slide above, 2 slides above, I showed you that I could 3D print the PLA plus 88% of the nickel, but I didn't show you polyethylene printing because it's quite difficult to 3D print pure polyethylene. It's a highly crystalline polymer. It's cooled down so fast that layers cannot stick to each other. So here's the example. I tried to adjust the printing parameters, was not well succeeding, but then when I added the metal particles, I could get a kind of good printing parts, because I think metal particles have a high thermal conductivity, which helps
to preserve the conditions which helps to preserve the temperature. So the layers adjusted to each other better, but it needs to be further investigated, further adjusted. So then I was thinking, if it's very easy to 3D print PLA, I will try just to mix polyethylene with PLA 50-50 just for fun, just to understand if it really will work, and it perfectly worked. Here you can see example after really small adjustment of the parameters, I could get a very good specimen. But then when I added 58% of the nickel, I kind of crushed the 3D printing parameters. Here you see specimens, but I think it's only the 3D printing parameters need to be adjusted. So this is the also future work is the binder optimization and check all the steps of the methodology. Thank you for your attention. Merci Daria pour ta présentation. Donc maintenant, on va passer au projet de Jean-Philippe. Ah, voulez-vous pas avoir une petite période de questions maintenant ou c'est à la fin? Garder toutes les À la questions pour la Ok. fin, sauf vu que Daria part, peut-être. Raphaël. Non, je pense qu'elle est là. Hein. Non? Daria, you can stay, right? I cannot stay until, and Lucas, I will leave after Jean-Philippe presentation. I'm sorry about that. Can you reply the questions for me? Okay. Thank you very much. Sorry. Bonjour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Et je vais commencer sans plus tarder. Je suis Jean-Philippe Leclerc de l'ETS à Montréal et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les avancements d'un projet ayant été appuyé par le RRECQ. Il s'agit du développement de matériaux composites durables à partir de déchets de coquilles d'œufs pour des applications pratiques en utilisant la fabrication additive dans un contexte d'économie circulaire. Il s'agit d'un travail qui a été réalisé en collaboration avec l'Université de la Saskatchewan. Donc, voici un petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Je vais débuter sans plus tarder en vous présentant un petit peu le contexte de ce projet-là. Comme on peut le voir sur ce premier diagramme, la production mondiale de plastique affiche une croissance assez soutenue depuis les années 1950. On voit qu'il y a un ralentissement, mais tout de même, ça tend à croître. Gardons ça en tête et définissons de manière un petit peu plus concrète le contexte ou le concept d'économie circulaire qui est mis de l'avant dans le titre. Selon Hélène MacArthur de la Fondation MacArthur, une économie circulaire se base sur 3 principes. Le principe d'exclusion du gaspillage et de la pollution dès la conception, un principe de conservation des produits et des matériaux en circulation plus longtemps, et finalement un principe de régénération des systèmes naturels. Le diagramme de Québec circulaire ici aide à mieux illustrer un peu ces principes-là. Et puis les flèches qui sont ajoutées en gris et en rouge servent à mettre en évidence les principes avec lesquels ce projet s'aligne plus en particulier. Donc, un de nos objectifs, c'est la réduction de la consommation de ressources, dans ce cas-ci le PLA. Et un autre des objectifs, c'est d'éviter l'enfouissement d'un déchet, dans ce cas-ci les coquilles d'œufs. Parlons un petit peu plus des coquilles d'œufs. Ici, on peut voir que la quantité en milliards de coquilles d'œufs produits annuellement par pays est assez importante. On voit que la Chine, entre autres, se démarque, mais il y a des quantités importantes de coquilles d'œufs ou d'œufs qui génèrent des coquilles d'œufs qui sont produites dans plusieurs pays. Dans la majorité des pays développés, les œufs produits, 30% des œufs produits se ramassent dans des usines de cassage d'œufs, c'est-à-dire des places où les œufs sont cassés pour séparer le blanc et le jaune, par exemple, pour ensuite être vendus comme des produits qui seront davantage transformés. À l'échelle mondiale, la majorité des coquilles d'œufs issues des usines de cassage finissent dans des sites d'enfouissement. Pour vous donner une idée, aux États-Unis et en Europe, les usines de cassage d'œufs déboursent environ 100 000 $ américains par année pour assurer la gestion, c'est-à-dire la collecte et l'enfouissement de ces coquilles d'œufs-là par des compagnies spécialisées. Ça tend à poser un problème environnemental, étant donné que
décomposition des coquilles d'œufs se fait par des composés comme l'ammoniac, le sulfure d'hydrogène et des amines qui dégagent des odeurs nauséabondes, mais qui sont aussi associées avec la dégradation de notre environnement. En plus, les coquilles d'œufs peuvent attirer la vermine et elles peuvent être porteuses d'agents pathogènes comme le E. coli ou la salmonelle. C'est donc des choses, on comprend que ce n'est pas idéal. Heureusement, il y a des pistes de solutions. Il y a une étude sur la production et la disponibilité des déchets de coquilles d'œufs et sur leur potentiel en tant que particules de renfort pour le PLA spécifiquement, qui a été évaluée, mais dans un contexte de fabrication plus traditionnelle. C'est-à-dire que les coquilles d'œufs ont été intégrées au PLA dans des méthodes de production comme le moulage par injection ou la production de films plastiques, par exemple. Ça nous amène à l'objectif plus spécifique de cette recherche-là, c'est-à-dire de développer des matériaux durables et performants pour l'impression 3D, c'est-à-dire de passer des méthodes traditionnelles à une méthode un peu plus nouvelle. Pourquoi la fabrication additive? Comme ma collègue Dariel l'a déjà présenté, c'est généralement accepté que la fabrication additive est une avenue prometteuse pour soutenir la transition vers des modes de fabrication plus circulaires. Ça s'explique en raison de sa consommation de matière qui est plus faible, mais aussi de sa nature agile qui permet d'obtenir une variété de produits hautement personnalisés avec peu d'outillage spécifique. Par contre, pour bien s'aligner avec les principes de l'économie circulaire, la fabrication additive nécessite des matériaux qui sont eux aussi bien alignés avec ces mêmes principes. Donc, notre objectif principal, c'est de développer un matériau pour l'impression 3D qui est performant et qui s'intègre avec les principes de l'économie circulaire. Plus spécifiquement, dans cette contribution-ci, nous avons évalué les propriétés mécaniques en flexion et en traction de différentes formulations de PLA et coquilles d'œufs. Nous avons aussi caractérisé le comportement thermique et les caractéristiques d'écoulement de ces différents mélanges-là. Et puis finalement, nous avons analysé plus en profondeur la morphologie et la distribution de la taille des particules qui constituent les poudres. Ça nous amène à la section de méthodologie. Donc, on va commencer par parler de la préparation des particules de coquilles d'œufs. Ici, on a un organigramme un peu simplifié de la préparation des coquilles d'œufs. En premier lieu, on voit qu'on a des coquilles qui sont rincées pour éliminer le blanc et la membrane qui serait restante. En B, on voit ensuite qu'elles sont broyées grossièrement, donc c'est des particules de quelques millimètres. Ensuite, à ce mélange-là, de l'eau est ajoutée pour former une genre de boue dans laquelle les particules sont encore davantage broyées en particules plus petites. Cette boue-là est séchée à une température d'environ 100 degrés Celsius pendant 24 heures, et puis elle est tamisée pour obtenir la poudre blanche qu'on peut observer à l'image en C. Ensuite, un autre organigramme présente le processus de production du matériau composite et des échantillons. Ici, on peut voir le biopolymère, ça c'est le PLA. Le déchet biologique, c'est nos coquilles d'œufs. Elles sont mélangées ensemble sont mélangées à l'état fondu ou en anglais melt blending pour obtenir des granulés composites. Ces granulés composites-là sont ensuite extrudés pour former des filaments d'impression 3D. Les filaments d'impression 3D sont obtenus avec un dispositif de ce genre. On voit ici sur l'équipement qui est à droite, c'est l'extrudeur. C'est une machine Filabot. Au centre, c'est toujours le même kit ou c'est toujours le dispositif Filabot, mais c'est la station de refroidissement qu'on aperçoit au centre. Et puis finalement, à gauche, on voit la station de bobinage où le filament d'impression 3D est bobiné, mais il est aussi mesuré. On peut apercevoir qu'il y a un petit dispositif de mesure qui sert à contrôler le diamètre du filament produit. C'est avec des filaments produits de cette manière-là que nous avons imprimé des éprouvettes de traction et de flexion, et puis que nous avons testé dans ce projet-ci. Donc, ça nous amène aux différents paramètres d'impression et quelques paramètres sur les tests. Donc, quelques mots là-dessus pour passer rapidement. Les échantillons ont été imprimés à l'aide d'une imprimante Ultimaker 3. La température d'extrudeur, c'était 200 degrés Celsius et la vitesse d'impression, 60 mm par seconde. Le taux de remplissage était de 100 %, donc c'était des échantillons qui étaient pleins. Et puis, le motif était des lignes droites. Les essais de traction ont été réalisés à l'aide d'une machine Mark X.
équipé d'une cellule de charge de 3,75 kN et avec une vitesse de déplacement de 5 mm par minute. Pour les tests de flexion, il s'agissait d'une machine Instron avec une cellule de charge de 10 kN et puis un déplacement de 1,5 mm par minute. Donc, passons aux résultats. Voici les résultats que nous avons obtenus par rapport aux essais en flexion. Donc, à gauche, on peut voir un résultat, un graphique qui combine les résultats des essais par rapport à la résistance en flexion. Et puis, le graphique de droite, c'est plutôt la rigidité en flexion. Dans chacun des graphiques, les colonnes qui sont plus à gauche représentent des résultats pour le PLA pur à différentes températures d'extrusion. Les colonnes qui sont au centre des graphiques représentent les composites PLA coquille d'œuf et les colonnes à droite, elles représentent les composites PLA calcaire ou limestone en anglais, comme c'est identifié sur le graphique. Pourquoi comparer les coquilles d'œuf au calcaire? La coquille d'œuf, elle, est composée d'environ 95% de carbonate de calcium et le calcaire minéral, c'est-à-dire issu des activités d'extraction minière, est également du carbonate de calcium. C'est donc la même composition chimique. Et en plus, c'est que le calcaire, c'est un des additifs les plus populaires dans le monde des polymères. C'est donc logique de l'utiliser comme point de comparaison. Maintenant, sur nos résultats, dans le premier graphique, c'est-à-dire celui à gauche pour la résistance en flexion, on peut remarquer que les échantillons les plus performants étaient ceux qui comprenaient 5% de coquilles d'œuf. Ils dépassaient les échantillons de PLA pur d'environ 12% et c'était les plus performants de tous, incluant les échantillons contenant du calcaire. Le deuxième graphique, lui, montre que les échantillons composés de PLA coquille d'œuf, les plus performants sont ceux qui contenaient 20% de charge, c'est-à-dire le maximum que nous avons testé. Ils dépassaient les échantillons de PLA pur d'environ 38%. C'était les plus performants de tous. Donc, plus la proportion massique de particules de renfort augmente, plus le module de flexion, de rigidité en flexion, pardon, augmente, mais plus la résistance en flexion, elle, diminue. Pour les résultats des essais en traction, on observe des tendances semblables. Donc, encore une fois, les colonnes de gauche sont ceux du PLA pur. Si on porte attention au graphique à gauche, on peut remarquer qu'il y a des différences un peu plus notables là, entre les différentes températures qui ont été testées pour le PLA pur. D'ailleurs, tout ce qui est les essais à différentes températures étaient des essais préliminaires, autant dans le contexte de traction que de flexion. C'est ces essais préliminaires-là avec le PLA pur qui nous ont permis d'identifier les paramètres d'impression qu'on a retenus pour imprimer les échantillons composites. Ferme la parenthèse à ce sujet-là. Revenons, sur notre essai de traction. Ici, on peut avoir des observations semblables, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le taux de charge augmente dans les échantillons, la résistance en traction diminue, mais la rigidité en traction, elle, augmente. Dans le cas des essais de traction, c'était les échantillons en PLA pur qui étaient les plus performants. Ils étaient environ 20% plus performants que les échantillons contenant 5% de charge. Par contre, au niveau des modules de rigidité, les échantillons contenant 20% de coquilles d'œuf ont très bien performé et ils étaient légèrement inférieurs à ceux qui contenaient 20% de calcaire, mais très comparables. On peut donc dire que ça fonctionne relativement bien. Un autre résultat que j'aimerais vous partager, c'est ici des images de microscope électronique à balayage, donc d'un microscope qui a permis de relever la texture des échantillons qui ont été fracturés pendant les essais mécaniques, qui contenaient différents pourcentages de coquilles d'œuf pour comprendre et comparer que se passe-t-il au niveau des faciès de rupture. Tout d'abord, si on examine le PLA pur à gauche, on peut remarquer qu'il y a très peu de texture, qu'il y a des fissures qui semblent directionnelles et qui se ramifient, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme en Y. Ensuite, en passant à 5% de coquilles d'œuf, c'est-à-dire l'image en haut au centre, on constate une très légère différence de texture, mais rien de significatif. On peut constater que les particules de renfort semblent bien liées à la matrice de PLA, mais il n'y a pas beaucoup d'autres observations. En examinant les échantillons contenant 5% de calcaire minéral, on constate déjà une augmentation marginale de la texture. On peut remarquer des caractéristiques qui ressemblent à des fossettes,
avec une particule de renfort à la base. Et puis si on s'intéresse finalement aux échantillons, aux images des échantillons contenant 20% de charge, que ce soit la coquille d'œuf ou le calcaire, on constate une augmentation assez significative de la texture avec des nombreuses fossettes. Ça nous indique un mode de rupture plus ductile pour les échantillons contenant un niveau de charge élevé que pour les échantillons de PLA pur, qui, eux, présentaient des caractéristiques de rupture fragile assez typiques. Un autre résultat qui a été obtenu à travers nos travaux était la caractérisation de la taille et de la morphologie des particules de renfort. Étant donné qu'on a observé des différences au niveau des propriétés mécaniques, mais aussi des comportements d'écoulement qui ne sont pas présentés aujourd'hui vu le temps, ça a justifié d'investiguer sur les particules, leur taille en fait et leur morphologie. À première vue, on remarque que les particules sont semblables en forme si on voit les deux images à gauche. Par contre, on peut déjà voir qu'il semble y avoir une différence dans la distribution des tailles. En fait, le graphique à droite insiste sur ce deuxième point. Il présente plus exactement ces différences-là. On peut constater assez rapidement que la poudre de coquille d'œuf, qui est représentée en noir, comprend significativement plus de grosses particules que la poudre de calcaire. Pour les particules de coquille d'œuf, on observe un pic prononcé autour de 17 microns. Pour le calcaire, on observe le même pic principal, mais on voit qu'il est moins prononcé, c'est-à-dire qu'il est moins haut, il est aussi plus large et décalé vers la droite. Ça signifie qu'il y a une présence augmentée de plus petites particules, c'est-à-dire de l'ordre de 5 microns et moins. Cette différence-là pourrait expliquer les légères différences qui sont observées dans les résultats des essais mécaniques et ils permettent aussi de mieux comprendre et expliquer certaines choses qu'on a observées au niveau du comportement en écoulement. Tous ces travaux-là sont en train comment je pourrais dire, on travaille sur un article qui va être soumis très bientôt, qui va comprendre tous ces résultats-là, mais aussi sur des essais de rhéologie. Donc, si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, ça sera disponible très bientôt pour lire la version complète des travaux. Ça nous amène aux conclusions qu'on peut tirer sur le projet qui a été présenté. Donc, l'ajout des particules de coquille d'œuf dans le PLA imprimé en 3D peut améliorer les propriétés mécaniques comme la résistance en traction, en flexion et aussi le module de rigidité en traction. Par rapport au PLA pur, on a constaté une augmentation d'environ 12% de la résistance en flexion, 19% du module de rigidité en flexion pour les échantillons qui contenaient 5% de coquille d'œuf. En traction, les résultats sont un petit peu plus nuancés, mais ils sont tout de même encourageants. Comme on l'a vu précédemment, lorsqu'on ajoute des particules de renfort dans le PLA, le module de rigidité augmente, mais la résistance diminue. Les observations microscopiques montrent que l'ajout des particules de carbonate de calcium, que ce soit les coquilles d'œuf ou la calcaire, ont un impact direct sur la texture de la face fracturée. Finalement, l'analyse des particules a dévoilé des différences considérables dans la distribution de la taille des particules. En somme, on a fait une étude assez approfondie de vérifier, en ajoutant les coquilles d'œuf dans la matière PLA, est-ce qu'on est capable de préserver ou d'améliorer les propriétés mécaniques pour en faire un candidat intéressant pour l'impression 3D? Et par le fait même, c'est important de vérifier que ce nouveau matériau-là, candidat que nous proposons, est facilement imprimable. D'où les autres analyses plus sur la science des matériaux qui sont présentées aujourd'hui. La prochaine étape sera de broyer tous les échantillons que nous avons produits pour ensuite les remettre en filament et refaire tous ces tests-là pour trouver les meilleures stratégies pour recycler ces filaments-là. Il existe différentes stratégies pour le recyclage et c'est la prochaine étape de ce projet-là, de découvrir ou de travailler sur les manières optimales de le faire. Je vous remercie pour votre temps et si vous avez des questions, ça sera pour la fin. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Merci pour ces deux présentations qui étaient très intéressantes. Donc, on va finir avec la dernière présentation de Marc, qui est co-titulaire de l'axe 2 du réseau sur l'optimisation de la planification. Marc, je te laisse la parole.
Oui, merci beaucoup, Laurent. Bonjour tout le monde. Bien content d'être là aujourd'hui. Donc, effectivement, présenter un projet qui a été financé par le REC et donc qui visait à simplifier et adapter un outil qui existait, qui est la CFM, mais de l'adapter pour un contexte de PME, donc, qui est important parce que les PME représentent, on le sait, un large pourcentage de notre tissu économique. Donc, cet outil-là s'avérait peut-être intéressant d'être adapté à ce contexte-là. Donc, c'est toute une équipe là, qui travaille avec moi là-dessus. Donc, Julien Beaulieu, qui était au CTTI à l'époque, a travaillé avec moi sur ça, ainsi que Lydie Hugo et Erin Cliffa, qui sont professionnels de recherche avec moi à l'Université Laval. Donc, qu'est-ce que la CFM? En fait, c'est un outil qui permet de quantifier les flux et les stocks de matière. Ce n'est pas nécessairement uniquement associé au rejet. Ça pourrait être de pouvoir quantifier les différents flux de matière au sein d'un procédé, par exemple. Mais ce n'est pas tout simplement de le faire en termes physiques, mais c'est de le faire aussi en termes monétaires. Et c'est surtout ce deuxième aspect-là qui nous intéresse, évidemment. Donc, cet outil-là existait depuis de nombreuses années, mais on en a fait une norme ISO, la norme ISO 14051, qui a été créée en 2011. Donc, pour démystifier un petit peu la notion de CFM, peut-être on va reprendre un exemple sur la gestion des coûts des déchets. Donc, le coût des déchets se sépare en deux grandes familles. Donc, premièrement, le coût de la gestion des déchets. Donc, inclut les coûts de manutention des déchets et de traitement. Donc, en quelque sorte, c'est le coût pour récupérer vos déchets et aller les disposer à l'incinérateur ou bien au site d'enfouissement. Ces coûts-là représentent en fait une infime partie de l'ensemble des coûts associés aux déchets en tant que tels. Le reste des coûts étant plutôt associés à ce qu'on va appeler la production des déchets. Donc, ça inclut quoi? Ben, un déchet, au prime abord, c'est une matière qu'on a achetée généralement. Et donc, il y a un coût d'achat de cette matière-là qui est ensuite rejetée. Il y a, dans certains cas, un coût de transformation de cette matière-là, donc ce qu'on va appeler fabrication. Donc, cette matière-là, on a mis du temps, on l'a transformée, on a peut-être mis de l'énergie. Et ensuite, ben, en fait, il y a une portion significative ou une portion qui est rejetée en déchet par la suite. Il peut même y avoir de la distribution, c'est-à-dire qu'un déchet pourrait avoir été livré, par exemple, à un autre fournisseur ou à un autre client, ou peu importe, et se retrouve finalement à être rejeté ultimement parce qu'il est non conforme, parce qu'il est défectueux ou autres enjeux. Donc, on remarque que le coût total des déchets inclut tout ça et que le coût qu'on a généralement comme réflexe de calculer, c'est-à-dire le coût de gestion des déchets, représente généralement environ 7% de l'ensemble des coûts des déchets. Bon, basé sur des études là, de l'ADEME, notamment en France, mais les études que nous avons faites, nous aussi, on arrive très souvent à ces chiffres autour de cette unité. Donc, ça démontre bien l'importance de s'attarder au coût de production, dans ce cas-ci des déchets, et d'essayer d'y mettre un coût, parce que ces coûts-là sont plutôt méconnus. Donc, si je résume, la liste des coûts des flux de matière, c'est l'addition de plusieurs coûts, donc des coûts de production de déchets et des coûts de gestion. Et la méthode permet évidemment d'avoir un éclairage complet sur ces coûts-là. La CFM est basée sur un autre outil qui s'appelle l'analyse des flux de matière. Donc, au départ, ce qui est important de faire, c'est de dresser un portrait des flux de matière dans un système quelconque, dans une usine, par exemple, si on prend cet exemple-là. Et donc, c'est ce que montrent les graphiques. Et nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est les flux en rouge, dans ce cas-ci. Donc, les flux des déchets. Et on remarquera que plus le flux est vers la droite, par exemple, un montage dans ce cas-ci, plus le coût des déchets risque d'être élevé. Pourquoi? Ben parce qu'on accumule en fait des coûts de transformation de cette matière-là d'une étape à l'autre. Et au final, ben, cette matière-là, ce résidu-là, ne se retrouve pas dans le produit, mais plutôt dans la rubrique déchets et donc, évidemment, accumule un certain nombre de coûts. Quels sont les enjeux maintenant associés à la CFM? Ben, premièrement, la norme ISO 1451, c'est une norme qui existe déjà depuis 12 ans, mais c'est une norme très technique et plutôt complexe, je dirais même une norme d'ingénierie. Et en fait, dans la pratique, il y a très peu d'entreprises qui utilisent l'outil. Bon, pourquoi? Ben, parce que le principal constat, c'est que c'est compliqué. Ça demande énormément d'informations, beaucoup de techniques. Et donc, c'est pas mal l'adage des très grandes entreprises de l'utiliser, mais généralement,
peu ou pas du tout utilisé par la moyenne, voire par les PME. Donc, à cause de ça, ben nous, on s'est intéressé à cet outil-là en se disant, ben il y a de la valeur dans cet outil-là, il y a de quoi d'intéressant, mais je pense qu'il faut revoir peut-être la méthode pour qu'elle soit accessible et disponible pour l'ensemble des organisations, d'autant plus que nos PME, comme je disais, représentent un énorme pourcentage de notre tissu économique. En général, on parle d'entre 85 et 90% du tissu économique à travers le monde. Au Québec, on est même autour de 92 et 93%, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc, on voulait, notre équipe et moi, développer une méthode simplifiée de cet ACFM-là qui va être beaucoup plus facilement accessible et disponible pour l'ensemble des entreprises. Et on voulait aussi démontrer que cette méthode simplifiée-là, ben, on perdait pas de qualité, en fait, et qu'au contraire, elle répondait tout aussi bien aux bénéfices souhaités par l'outil de la norme ISO et que ça pouvait apporter des retombées concrètes, je m'excuse, auprès des PME. Donc, pour faire ça, on a dressé toute une méthodologie. Donc, au départ, on a fait une revue de littérature, évidemment, complète sur la CFM pour voir ce qui en était dit. Et effectivement, les constats qu'on tirait au départ, c'est-à-dire que la méthode est complexe, elle est technique, peu utilisée. Et donc, cette complexité-là représente un frein important, une barrière importante à son utilisation. Par la suite, on a développé conceptuellement une ACFM simplifiée, donc en équipe, en co-construction, dans lesquels on a fait une première validation par la suite avec un groupe d'experts, donc des gens sur lesquels on a expliqué la méthode, et puis ce sont des experts en développement durable, souvent spécialisés en accompagnement en PME, donc qui comprennent bien les réalités des PME, qui ont pu venir donner des commentaires et nous aider à venir bonifier, en fait, ce cadre conceptuel-là. Par la suite, on a mis à l'épreuve le cadre, donc l'outil simplifié, à travers des études de cas. Donc, pour ce faire, on a formé les experts. Donc, on n'a pas fait nous-mêmes le travail. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas être biaisé en tant que chercheur, mais on voulait que ce soit vraiment des praticiens qui utilisent l'outil. Et souvent, pour les PME, puisqu'elles n'ont pas les expertises, ni le temps, ni les ressources pour le faire, c'est souvent des experts en développement durable ou autres qui vont accompagner les PME pour utiliser cet outil. Donc, on a formé ces experts-là, on a laissé les experts expérimenter l'outil à travers des études de cas, à travers des entreprises, donc à travers 13 entreprises dans ce cas-ci. Et par la suite, on est retourné interroger les experts sur comment ils ont trouvé l'outil, de quelle façon ils l'ont aimé ou pas, quelles étaient les limites, les enjeux, etc. Et on a interrogé également les entreprises pour, elles, voir de quelle façon elles ont vécu l'expérience et qu'est-ce qu'elles ont retiré, en fait, de tout cela. On est encore en collecte d'informations, c'est-à-dire que réaliser des ACFM, c'est assez long. Et le projet, il y a certains projets qui ont été retardés, notamment à cause de la pandémie. Et donc, on est encore à aller chercher l'information, notamment auprès des entreprises, sur les bénéfices tirés de tout ça, mais les constats préliminaires, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, une fois que ces constats-là, ces entretiens-là réalisés, on est venu bonifier et modifier la CFM. Donc, on s'attend à avoir une version 2 éventuellement. Et on a identifié, bien sûr, les bénéfices et retombées de la méthode. Donc, rapidement, peut-être un exemple d'étude de cas, juste pour vous donner une idée de ce que la CFM peut faire. Donc, ce sont des cas réels, évidemment. Donc, une entreprise de textile au Québec qui fabrique des tissus pour l'ameublement notamment. Donc, quand on a dressé les flux de matière de cette entreprise-là, on s'est retrouvé à identifier un certain nombre de rejets. Donc, on a des rejets, donc ce sont les flèches en gris. Donc, on a des rejets au niveau de l'approvisionnement, du carton, des plastiques, des palettes de bois. On a des rejets au niveau du filage, qui est la première étape de fabrication. Ensuite, des étapes, un tissage qui émet des franges de tissu également, qui est un autre rejet. Et finalement, des morceaux de tissu après la découpe, donc qui sont rejetés. Donc, une fois qu'on a dressé ce portrait complet-là, on peut s'attaquer ensuite à l'analyse des coûts de la CFM. Donc, on peut remarquer au départ qu'il y a des déchets, comme je le disais, qui sont un petit peu plus en amont et d'autres en aval du processus de fabrication. Et on peut s'attendre intuitivement que les déchets
plus en aval, comme le morceau de tissu, coûte plus cher au kilo perdu, au kilo rejeté, que les rejets en amont. Donc, c'est ce qu'on va constater ici évidemment, je vous épargne tous les détails, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais si on arrive aux conclusions des calculs, on remarque que les morceaux de tissu, les franges de tissu et les fils sont les 3 matières qui coûtent le plus cher, hein, donc les 3 déchets qui coûtent le plus cher. Pourquoi? Bien parce que ce sont 3 matières qui sont transformées. Ce sont 3 matières, si je reviens en arrière, qui sont au sein du système productif et qui ont été transformées. Donc, il y a de la matière qui a été achetée et ensuite elle a été transformée avant d'être rejetée. Donc, ce sont des matières qui sont plus coûteuses que d'autres matières comme le carton, le plastique ou les palettes de bois qui se retrouvent dans le fond dans le conteneur à déchets, mais pour lesquels il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de production de déchets puisque ce sont des matières qui sont associées aux emballages. Donc, il y a eu de la transformation de matière chez le fournisseur. Si on faisait le travail chez le fournisseur, on pourrait obtenir le coût des déchets, de ces futurs déchets-là, de ces déchets-là qui se retrouvent finalement au conteneur du client, donc dans le cas de l'entreprise de textile ici. Mais la CFM que nous avons réalisée n'a pas capturé ces coûts-là. Donc, ça nous permet de mettre en lumière plusieurs choses avec cette méthode-là. Donc, premièrement, que les coûts de gestion des déchets représentent une infime partie de l'ensemble des coûts, 17% des coûts totaux de déchets. Et si on va sur les matières transformées, bien, on est entre 4 et 9,5%, donc très faible proportion des coûts totaux de déchets. Et que si on s'arrêtait, par exemple, à regarder dans un conteneur à déchets puis identifier la matière sur laquelle on devrait agir en premier, bon, on aurait peut-être le réflexe de dire, ben, on va travailler sur le carton, parce qu'il y a énormément de carton dans le conteneur à déchets, puis c'est peut-être là qu'il faut faire un geste en premier. Pourtant, ça représente seulement 7% de l'ensemble des coûts de déchets, alors que si on regarde nos 3 matières transformées, ça représente 88% des matières, des coûts de déchets. J'attire votre attention sur le fil, hein, qui était une infime partie du volume dans un conteneur. Ça ne prend pas beaucoup de place dans un conteneur à déchets. Et 2% de volume représente quand même une importante proportion de coûts de déchets au final. Donc, des fois, il faut faire attention aux réflexes qu'on pourrait avoir sur quelle matière travailler en premier. Dans ce cas-ci, la matière peut-être la plus invisible en termes de déchets représente quand même une matière importante, stratégique sur laquelle s'intéresser. C'est ça l'intérêt de la CFM, c'est de mettre en lumière, en fait, ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur le carton, évidemment. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Mais la CFM met quand même en lumière des enjeux stratégiques associés à la gestion de déchets qu'on pourrait difficilement voir autrement. Donc, les résultats de notre étude, c'est qu'on a démontré que la CFM simplifiée est vraiment, en fait, que la CFM qu'on a développée est applicable aux PME. Ça atteint vraiment les objectifs visés par la norme ISO, c'est-à-dire de mettre un coût, une valeur économique, en fait, aux déchets. Dans ce cas-ci, on parle des déchets, on pourrait faire, comme je disais, l'ensemble des coûts sur un flux de matière, mais nous, ce qui nous intéresse principalement avec cette méthode-là, c'est tout ce qui est génération de résidus de déchets. Et donc, on atteint les mêmes objectifs sans avoir le même niveau de complexité ou de sophistication, évidemment. Et en plus, ben, notre étude a permis de raffiner les connaissances sur la CFM. Donc, ça nous a permis d'identifier les types de déchets qui étaient plus pertinents à analyser. Ça nous a permis également d'identifier dans quel type d'organisation la CFM était plus pertinente. Ça nous a permis aussi de construire en fait des variantes de la méthode qui permet de répondre à différents besoins informationnels, donc de pouvoir adapter la méthode selon les contextes et de ne pas être toujours obligé de finalement d'y aller à fond avec une méthode complète et donc évidemment plus longue et coûteuse à effectuer. Donc par exemple, au niveau des types d'organisation, bon, on remarque que plus le cercle est foncé, plus c'est significatif, plus la méthode devient intéressante. Donc, évidemment, on n'est pas surpris de voir dans la colonne du centre, par exemple, que tout ce qui est entreprise de fabrication, la méthode est extrêmement pertinente. Mais on peut constater aussi que c'est extrêmement pertinent en agriculture. En fait, les études qu'on est en train de mener là-dessus démontrent que c'est peut-être même un des secteurs les plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gaspillage, énormément de pertes. Et donc, de venir chiffrer ces pertes-là, ça devient super intéressant pour l'organisation. La méthode est très intéressante aussi au niveau des commerces. Même si ici, on a indiqué que c'était pas toujours, ça peut être significatif parce qu'il y a beaucoup de variétés dans les commerces. Ici, ce qui est bien intéressant, c'est notamment dans
tout ce qui est alimentaire, donc les épiceries notamment, les boulangeries, ce genre de choses, une fromagerie, extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la transformation et il y a de la perte également. Donc, de venir chiffrer tout ça, ça devient vraiment intéressant. Au niveau des variantes de la CFM, on a ciblé 4 variantes possibles. Donc, de la plus simple à la plus complexe. Donc, la CFM qu'on a appelée détaillée, qui est complètement à droite, réfère passablement à ce que la norme ISO 14051 propose. Donc là, on a un niveau de sophistication très complet. Et l'autre extrême, complètement à gauche, on a la CFM préliminaire hein, qui se base sur très, très peu de calculs, qui peut se faire en quelques heures tout au plus et qui permet quand même d'avoir une idée, un ordre de grandeur des enjeux économiques associés aux déchets. Et on a les 2 autres méthodes, donc la CFM ciblée qui focus sur un résidu en particulier ou sur un processus en particulier, et bien sûr la méthode ACFM simplifiée que je vous ai présentée aujourd'hui, qui est une méthode globale, complète, mais avec un niveau de sophistication un petit peu moins détaillé que, bien sûr, l'approche de la norme ISO 1451. Donc, quels sont les bénéfices de la CFM? L'étude a démontré que ça permet de documenter vraiment l'ensemble des coûts associés aux déchets, des coûts qu'on ne voit pas toujours, des coûts qui sont parfois cachés. Ça permet également de voir la notion de déchets différemment. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai perdu mon curseur, voilà. Donc, il permet de voir effectivement la notion de déchets différemment. Donc, l'exemple que je donne toujours, c'est que quand on dit aux gestionnaires d'entreprise qu'ils ont 45 000 kilos de fibres de verre dans leurs déchets, ils font comme « oui ». Et quand on leur dit « vous avez 450 000 $ de fibres de verre dans vos déchets », ils font comme « ah ». Pourtant, c'est la même chose, mais le volet économique transforme la vision complète de la façon dont on perçoit le déchet en question. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec la méthode, c'est que ça permet de repérer les opportunités d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'on identifie la source, bien sûr, du résidu, là où c'est généré. Le coût qui y est associé, bien sûr, ce qu'on souhaite faire, c'est bien sûr réduire à la source cette génération de rebuts. Ça permet de chiffrer, de communiquer les bénéfices de la réduction à la source, c'est ce que je viens de dire, puis ça permet de justifier l'implantation de mesures de réduction et de justifier des achats d'équipements. Donc, souvent, lorsqu'on se base seulement sur les coûts de gestion de déchets, ben, il n'y aurait pas un payback intéressant. Mais lorsqu'on considère l'ensemble des coûts de déchets, ben là, l'achat de certaines technologies ou d'équipements peuvent devenir extrêmement intéressants. Donc, quelles sont en 1 minute les retombées de ce projet-là? Bien, premièrement, au niveau des retombées pratiques, on a créé un guide simplifié de la CFM qui est disponible en ligne pour l'ensemble de la communauté. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui est disponible, vous l'aurez éventuellement, et vous pourrez accéder au guide. Donc, il décrit tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Donc, il y a un engouement pour la méthode. Nous formons actuellement pas mal d'experts en développement durable en économie circulaire au Québec sur cette méthode-là, maintenant même en Europe. Donc, il y a un besoin, il y avait un besoin, bon, on est content de voir que on a pu contribuer à peut-être venir combler une partie de ces besoins-là. Au niveau académique, pour terminer, ben, il y a 2 articles en préparation, donc un sur une ACFM simplifiée, donc on va présenter la méthode puis démontrer que cette méthode-là est aussi intéressante qu'une norme plus complexe, et le 2e article, bien sûr, on va présenter la CFM comme un outil de cadrage et de création de sens, donc un outil qui permet vraiment de voir la réalité différemment et aider nos décideurs à voir la réalité différemment et à prendre de meilleures décisions. Donc voilà pour la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marc pour ta présentation. C'était intéressant et très bien expliqué. Donc, on va maintenant passer à une période de questions. Je vous invite à lever la main dans Zoom ou alors à écrire dans le chat et je pourrai les lire. Oui, Daniel? Oui, merci pour les présentations. Marc, j'imagine que ces coûts-là, les coûts, en fait, sont en ce moment un peu sous-estimés dans la mesure où les coûts d'enfouissement au Québec sont très, très bas par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres juridictions, donc pourraient être éventuellement revus à la hausse. Aussi,
est-ce qu'il y aurait un avantage à combiner, en fait, cette analyse-là à une analyse de cycle de vie pour montrer aussi qu'évidemment, il y a des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit qui viennent s'additionner au coût économique? Oui, absolument. Ben, en fait, la CFM s'intéresse à une partie du cycle de vie du produit, Ouais, mais il y a d'autres techniques comme l'analyse des coûts sur le cycle de vie là, qui permettent de ouais, capturer l'ensemble de ces coûts-là. ouais. Donc, tout à fait. Donc, on pourrait combiner des méthodes pour Faire un gate, additionner. ouais, Oui, faire un gate-to-gate, en fait, sur exact. la portion du cycle, en fait, pour combiner ça. Euh, Exact. Pour l'autre présentation, en fait, sur celle de Jean-Philippe, je voulais juste savoir, en fait, parce que ta collègue est déjà partie, là, mais le fait de regarder le PLA, est-ce que c'est parce que ce plastique-là est considéré, entre guillemets, biodégradable, puis vous cherchez à lui donner des meilleures propriétés, en fait, en additionnant d'autres substrats? Biodégradable, c'est pas le mot que je retiendrai, mais plutôt le fait qu'il est biosourcé qu'on va mettre de l'avant. C'est-à-dire que contrairement à l'ABS, par exemple, ou d'autres, il ne va pas être fait avec des produits issus du pétrole. Donc là, on voit que c'est quand même quelque chose qui semble bien correspondre au principe de l'économie circulaire à la base. Et puis le fait d'y ajouter un déchet d'un autre procédé, on voit deux coups à jouer. En fait, si on améliore les propriétés mécaniques du PLA, c'est bien parce qu'en réalité, on peut l'utiliser dans plus de contextes. Donc, on peut imaginer qu'il remplacerait dans plus de situations des plastiques issus du pétrole. L'autre chose, c'est qu'en incorporant des coquilles d'œufs dans le PLA, on réduit la quantité de PLA nécessaire pour faire une pièce avec un volume fini. Fait que si on imagine une pièce, on remplace 20% de la masse de PLA par de la coquille d'œuf. C'est 20% de moins de PLA que, bien qu'il soit biosourcé, ça prend quand même de l'espace pour faire pousser les, les- les différents éléments qui seront ensuite transformés en PLA, comme le maïs et l'amidon. Mais c'est des aliments c'est des terrains qui ne peuvent pas être utilisés pour d'autres choses. C'est de la nourriture, par exemple, qui n'est pas de la nourriture, mais qui est transformée en matière. Donc, le principe de moins et mieux reste le cheval de bataille. Oui. En fait, il faut faire attention parce que biosourcé ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas d'impact. Effectivement, tu le soulèves là. Bon, si on prend du maïs, par exemple, effectivement, on l'a vu avec l'éthanol, là, quand il y a eu la norme de remplacer l'essence par 10% d'éthanol, il y a eu un impact sur l'alimentation des populations qui utilisent le maïs. Ça, c'est une première chose. L'autre, c'est que le PLA, effectivement, on lui prétend des propriétés biodégradables. On voit souvent, en fait, compostables. Là, on voit souvent ça dans les sacs qui sont faits en PLA ou les contenants faits en PLA, mais en bout de ligne, les publications récentes montrent que oui, c'est compostable ou c'est biodégradable à très haute température, puis en ajoutant des enzymes. Fait que lorsqu'on se Effectivement, retrouve dans la nature, pardon? c'est des contextes très, très, très particuliers qui se retrouvent Exact, dans la c'est nature. ça. Ça prend des Donc, installations industrielles. c'est ça, c'est un On peu n'en le a point. pas, on n'en a pas ici à Montréal, à ma connaissance. Non, non, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. En fait, il faut toujours avoir évidemment la fin de cycle en tête lorsqu'on on essaie en fait, d'intégrer des nouveaux types de matériaux qui seraient en principe plus circulaires, parce qu'évidemment, la fin de vie, en fait, est aussi importante que je dirais que le début de la vie, en fait, du produit en question. Puis dans le cas-là, le PLA, je ne sais pas jusqu'à quel point il est recyclable. Moi, j'ai souvent entendu dire que c'était plutôt un contaminant dans les flux dans les streams de recyclage. Fait qu'il faut juste avoir ça en tête lorsqu'on fait ce Tout à genre de fait. projet-là. Ouais. C'est la prochaine étape, en fait, ça va être de vraiment travailler sur les stratégies idéales ou d'optimisation du recyclage de ce nouveau Ouais, ouais. matériel qu'on propose. Mais effectivement, ce n'est pas une histoire qui est simple de recycler le PLA. D'accord. Merci beaucoup. Puis bravo pour la présentation, Jean-Philippe. Merci à vous. C'est juste pour préciser là, donc effectivement, donc le PLA, dans un contexte de la fabrication additive avec le procédé discuté par Jean-Philippe, donc le FDM, donc le dépôt par filament fondu. Dans ce cadre-là, le PLA a démontré qu'effectivement, c'est un matériau recyclable. Puis maintenant, ils ont beaucoup d'études pour voir effectivement ce que Jean-Philippe a montré aussi, que comme une prochaine étape de cette étude-là, donc comment, c'est quoi l'impact de nombre de cycles de recyclage
sur la propriété mécanique, par exemple, et les autres propriétés du matériau. Mais en tant que tel, oui, c'est un matériau qui se recycle bien, puis ça se fait aussi. Puis, et d'ailleurs, on est là, les portes ouvertes des laitières, tu vas démontrer ça aux visiteurs aussi, qu'on a mis un petit broyeur, puis ça, comme aussi toute la misfit, donc en fait, les impressions qui ne réussissent pas, qui sont nombreux, effectivement aussi, hein, qu'on ne montre jamais dans un flashy vidéo, ça se recycle aussi, donc on peut le rebroyer, remettre en forme, en filament, puis le réimprimer. Donc ça, c'est l'idée aussi de le démontrer avec ce filament, avec la coquille d'œuf aussi, parce qu'effectivement, il y a toujours des déchets liés à la production qui était évidemment super bien en lien avec les travaux présentés par Marc, effectivement aussi, que pendant la fabrication, la production, en fait, on crée énormément de déchets, ce qui est tout à fait vrai. Même aussi pour l'impression 3D, il y a beaucoup, beaucoup des avancements à faire. Donc, il y a un fort potentiel que Jean-Philippe a usé ce mot-là. On ne peut pas dire tout de suite que parce qu'on a le potentiel que ça sera plus durable et plus, plus circulaire, c'est autre chose, mais plus durable dans le sens que diminuer l'empreinte écologique parce qu'on dépose uniquement le matériau où on l'a besoin, sauf que c'est une façon trop simpliste pour le poser comme ça, parce qu'effectivement, aussi dans le procès, ce n'est pas de la magie non plus, donc on crée aussi du matériau support, etc., puis on va influencer dans d'autres types de procédés de fabrication additive le feedstock, donc le matériau vierge, d'une autre façon, ce qui a des retombées négatives pour la réutilisation. Donc, ça, c'est comme encore un gros travail pour améliorer le taux de réutilisation puis des pertes, diminuer les pertes. D'accord, Et merci. peut-être un mot, parce que derrière est plus là. Donc, si vous avez des questions, je peux prendre des questions effectivement aussi. Je suis quand même un petit peu au courant des projets. Donc, le contexte de ce projet-là, parce que c'était très spécifique, très technique au type du matériau. Donc, peut-être pour quelques d'entre vous, c'était peut-être une inondation avec beaucoup des concepts très liés aux sciences de matériaux. Mais l'idée principale, c'est aussi justement de trouver une façon. Donc, si on a, avec le fait qu'on veut fabriquer des formes de composants complexes en métal, on peut le faire directement avec des autres procédés qu'on ne parle pas, qui sont très utiles, très intéressants, sauf que leurs impacts sont plus proches de l'industrialisation, qu'ils ont déjà industrialisé en fait, mais qui ont quand même une empreinte énergétique très élevée. Puis justement, la façon FDM, c'est une façon de démocratiser, en fait, puis de faciliter, de diminuer au terme d'investissement financier et de baisser énormément la consommation en énergie pour fabriquer. Donc, c'est une façon plus indirecte pour aussi adopter cette façon de créer des pièces freeform, donc plus complexes, avec la fabrication additive. Et il existe des approches de ça, effectivement, comme elle a montré aussi, derrière montré BASF, par exemple, qui mettent sur le marché un filament, etc. Sauf que c'est pas vers la démocratisation, parce qu'effectivement, on ne sait rien, qu'est-ce qui est dedans, comment, effectivement, dans leur modèle d'affaires, ça inclut pas le open source. Donc, toutes les étapes toutes les étapes qu'on a besoin pour arriver d'avoir ce filament-là, c'est ça elle a pu travailler, puis elle a pu démontrer qu'elle a un volet très intéressant qui diminue énormément des étapes classiques. Donc, ce n'est pas de mimiquer le même performance, on pourra le faire aussi, mais on va adopter totalement une stratégie qu'on a plus sûr qu'on peut faire mieux, mais ça c'était pas vraiment l'idée du projet, c'est de voir est-ce qu'on peut arriver au même résultat en adoptant une stratégie beaucoup plus simple et souvent, simple is beautiful, ça s'applique aussi plus simple. Typiquement, ça veut dire aussi qu'on va avoir d'empreinte écologique en termes de consommation d'énergie, de complexité, tout ça, beaucoup, beaucoup moindre, donc beaucoup moins exigeante. Donc, c'est ça l'idée, de trouver une autre façon d'arriver, de créer ce filament-là pour ensuite faire des pièces indirectes en métallique. Si on veut faire ça, etc., mais ça, c'est une autre question, un débat aussi. Donc, effectivement, il y a beaucoup de est bon aussi, si on facilite de créer des pièces à gauche, à droite, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est écologique intrinsèquement, parce que peut-être on va créer beaucoup plus qu'on n'a pas vraiment
besoin. C'est effectivement très pertinent comme question, mais c'est un autre type de question. On ne peut pas répondre à tout en même temps. Donc, d'abord, c'était comme plus fondamentalement, au niveau de sciences matériaux, ben, comment on peut le faire, comment on peut simplifier le procédé pour arriver à ce type de filament. Donc, voilà, c'est quelques précisions sur ce projet-là. Puis, ta question. Et pour ces explications, on va passer aux questions suivantes pour que tout le monde ait le temps. Cathy, je t'en prie. Ben, c'est intéressant de voir les liens entre les trois projets. Effectivement, euh, les projets des étudiants de l'UQAS, ils voient comment déjà à l'éco-conception de la chose, ils pensent à la fin de vie aussi et de diminuer les ressources en amont. Et je vois, Marc, est-ce que après que tu te présentes, après que tes petites entreprises aient tombé de leur chaise quand ils réalisent que leur déchets coûtent 360 000 par année, j'imagine que c'est par année, pour une PME, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils se disent, oh, est-ce qu'on va faire de l'éco-conception ou de, tu sais, repenser comment je vais couper mes tissus pour pas avoir autant de déchets? Oui, absolument. Ben, c'est ça l'idée. Hein. Puis c'est dans l'exemple que j'ai donné, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans leur cas, il y avait 3 déchets, hein, le fil, la petite frange. La frange, là, c'est quand on tisse, il y a un petit morceau du tissu là, qui reste là pour assurer l'intégrité du tissu lorsqu'on tisse, mais ensuite, il devient caduc, donc on le coupe. Hein. Aussitôt que c'est fini d'être tissé, on coupe cette frange-là, on la jette. Et effectivement, il y avait des morceaux de tissu découpés plus tard qui étaient des rejets. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a challengé, moi, j'ai challengé ces gens-là en disant est-ce qu'on peut faire différemment? L'avantage, quand on est externe, on n'est pas pris dans nos paradigmes, on peut challenger les choses. Et puis, dans leur cas, par exemple, la petite frange de tissu, ben, ça faisait 89 ans qu'ils faisaient ça de la même façon. Puis, c'est pas de blague, parce que c'est une entreprise familiale, puis c'était vraiment ça. Puis, ils s'étaient jamais posé la question est-ce qu'ils pouvaient faire différemment, tu sais. Et donc, après quelques questions un peu banales du genre on peut-tu l'enlever, on peut-tu. Bon. Ben, finalement, la réponse, c'est qu'ils ont fait des tests, puis ils ont pu la rapetisser. Ils ont pu la réduire, donc de 50 pour la même intégrité. Puis pour les fils, ben, c'était toutes sortes de petits bouts de fin de rouleau de fils qui étaient mal. Bon. Et juste en mettant la valeur dessus, ben, ils ont juste rechangé les procédures, les normes, puis ils ont coupé de 50 %. Puis même chose pour la découpe. Donc, avec aucun investissement dans leur cas, ils ont sauvé de mémoire environ 120 000 par année. Là, juste parce qu'ils ont eu en lumière ces coûts-là. Dans d'autres situations, effectivement, c'était plutôt en mode éco-conception. Je me souviens dans une entreprise de porte-d'armoire, par exemple, ben là, il y avait un CNC qui découpait, juste de revoir la découpe, puis après ça, de changer les formats de feuilles, par exemple, pour avoir moins de pertes. Ce genre de truc, ben, ça a fait des grosses différences. Donc, cette mise en lumière économique-là, ça change pas mal la donne parce qu'on voit l'impact directement sur le bénéfice net de l'entreprise. Puis pour une PME, effectivement, c'est souvent assez significatif. Merci pour cette question et les explications. Donc, on va passer à la dernière question avec Richard. Oui, bonjour. La question est pour Marc Journeau. Écoutez, ben, bravo, je trouve ça extraordinaire pour les entreprises là, de s'en aller vers une économie, exemple d'échelle de 120 000 $. J'ai une question cependant parce que pour moi, c'est une chose qui n'est pas claire, c'est-à-dire que le fait que avec le travail que vous faites, il y ait une certification ISO qui soit donnée. Est-ce que cette certification ISO-là, elle est faite dans une approche comptable ou si elle représente une approche environnementale? Parce que on dirait que pour moi, ce que je comprends dans le travail actuellement, c'est qu'une diminution au niveau de l'empreinte écologique parce que ce qu'on gagne, c'est financier. Mais j'ai l'impression qu'exemple, comme tantôt avec le carton, ben peut-être que finalement, on recycle moins au bout de la ligne. Juste peut-être. Non, Allez-y. c'est une bonne question. Merci, Richard, pour la question. Ben, premièrement, juste clarifier, c'est pas une certification, la norme. La norme ISO 14051, c'est pas une certification. On peut pas être certifié ISO 14051. C'est plutôt juste une norme qui donne un guide, dans le fond, de bonnes pratiques puis de comment réaliser, dans ce cas-ci, une ACFM. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est on utilise un outil économique ici, mais pour procurer des avantages, oui, économiques, mais surtout environnementaux. Donc, pour réduire l'impact environnemental de l'entreprise, tout à fait. C'est vraiment un outil clé là, en économie circulaire, en fait, la CFM, parce que ça permet d'intégrer la dimension économique à un enjeu environnemental.
Ceci dit, pour répondre peut-être encore plus spécifiquement à votre question sur est-ce que ça pourrait pas être contre-intuitif sur certains enjeux environnementaux d'utiliser cette méthode-là, il faut le voir comme un des outils et pas le seul outil à utiliser. Donc, si on utilisait seulement la CFM, par exemple, dans l'exemple de textile que j'avais utilisé tantôt, puis dire, on s'intéresse seulement aux fils, aux déchets de tissu, puis aux franges de tissu, parce que le reste est moins économique, ça a moins d'impact économique, je pense qu'on passe à côté, effectivement, d'enjeux environnementaux importants. Le carton, c'est un enjeu environnemental important, et ainsi de suite. Donc, c'est pas utilisé seul, c'est utilisé parmi d'autres outils que nous avons pour diagnostiquer finalement les impacts environnementaux, sociaux et économiques d'une entreprise. Ouais. Donc, dans le cas du carton, c'est clair qu'il faut sortir du conteneur. Dans le réflexe le plus rapide, c'est d'avoir un recyclage carton, mais évidemment, encore mieux, est-ce qu'on ne peut pas réduire en amont le carton avec des conteneurs réutilisables ou autres? Puis bien sûr. Oui, parce que moi, c'est ça, la seule chose qui, justement, que c'est contre-intuitif dans le sens où je me dis qu'il ne faudrait pas tomber dans quelque chose d'un éco-blanchiment avec une approche comme ça. Alors, c'est juste ça là, qui me titille dans le projet, mais je trouve ça vraiment extraordinaire parce que, bien sûr, les entreprises ont tout à gagner de reprendre cet argent-là et de devenir plus éco-responsables encore en utilisant ces sommes-là. Là. Oui, mais comme tout outil, c'est la façon dont on l'utilise. Hein. C'est sûr que si on l'utilise pour se dédouaner et puis d'avoir des comportements plus ou moins environnementalement responsables, c'est sûr que c'est pas très adéquat. Mais le but de l'outil, c'est vraiment mettre en lumière les enjeux économiques associés à un enjeu environnemental. Puis on l'a démontré largement en recherche que c'est un des fers de lance là, pour faire changer les pratiques en entreprise. D'associer des enjeux environnementaux à des enjeux économiques, c'est souvent un moteur important de changement. Puis au final, on se retrouve avec des situations win-win, c'est-à-dire que l'entreprise prend action, fait de l'éco-conception, revoit ses processus d'affaires, etc., réduit son empreinte écologique, mais aussi en tire un bénéfice souvent économique de cela. Bien, merci tout le monde. Merci aux présentateurs et présentatrices du jour. Ça a suscité pas mal de questions. C'était très intéressant. Merci aussi à tous les participants qui sont venus écouter les présentations d'aujourd'hui. Je vous remets dans le chat le lien de notre site web si vous voulez découvrir les prochains événements. Et bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci. Et on va lire le guide, Marc. Ça va être intéressant pour nos procédés, en fait. On va en parler plus. Ouais. Merci. Parfait, Lucas. Au plaisir, on s'en reparle. Bye bye. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais.